Monsieur le Président, cher Christian, merci de tes paroles qui m'ont touché. Merci à vous toutes et vous tous de m'accueillir parmi vous. C'est pour moi un honneur et j'y suis tout à fait sensible. Je vais vous parler pendant quelques instants de l'ancien monde, du nouveau monde. Je pourrais dire aussi, en simplifiant à grands traits, de Mitterrand à Macron, parce que cette expression « nouveau monde » est entrée avec la campagne présidentielle dans notre vocabulaire politique. Je voudrais vous livrer quelques réflexions partagées avec vous, qui sont celles d'un praticien, d'un observateur, et non pas celles d'un militant. Donc, on a parlé dans la campagne présidentielle du nouveau monde dans lequel nous serions rentrés et dont on chercherait, avec Emmanuel Macron, l'incarnation politique. Mais il est arrivé quelque chose qui est assez fréquent dans l'histoire des idées en politique, c'est que ce concept, cette idée, cette formule, ce nouveau monde est revenu très vite en boomerang. Depuis 6 mois, le climat médiatique s'est retourné. Les mêmes qui encensaient Emmanuel Macron lui trouvent désormais tous les défauts. Il est vrai que nous vivons, je pense, une étrange époque où la répétition des commentaires, de la communication, finit par façonner nos jugements sans même que nous nous en rendions tout à fait compte. C'est ce que j'appellerais l'ère du temps. Il y a un air du temps qui s'impose à nos jugements, à notre cerveau. Et cet air du temps, soumis à la dictature de l'urgence, se révèle parfois aussi changeant que la météo. Et donc, le nouveau monde, depuis quelques mois, est retourné à l'envoyeur. Pas un jour, pas un titre, pas un événement qui ne soit prétexte à proclamer qu'Emmanuel Macron est rattrapé par l'ancien monde ou que le vieux monde prend sa revanche. Ça n'est pas rare, cette aventure des formules ou des slogans. Pensez à François Hollande qui avait proclamé « le changement, c'est maintenant » et ça risque d'arriver anecdotiquement à d'autres. Je pense à Manuel Valls, futur candidat à la mairie de Barcelone, dont les affiches à Évry proclamaient « toujours avec vous ». Mais revenons au nouveau monde. De quoi s'agit-il exactement? D'abord d'un constat évident. Oui, le changement que nous vivons est profond. Individualisation, épuisement des idéologies, nouvelles technologies, nouveaux services, nouveaux rapports de force dans le monde. Mais pourquoi parler d'un nouveau monde? Pour signifier une volonté de rompre avec tout ce qui est le passé. Et cela se caractérise par de nouveaux visages. Le Moloch médiatique adore dévorer les idoles qu'il avait les jours précédents. La jeunesse est considérée dans une société qui vieillit et qui a peur de la vieillesse comme une valeur en soi. Cette volonté se traduit spécifiquement dans la campagne et les propos du président de la République Emmanuel Macron par l'affirmation selon laquelle il n'est ni de droite ni de gauche, ou plutôt et de droite et de gauche. Là encore, cette volonté de rassemblement n'est pas tout à fait nouvelle. Valéry Giscard d'Estaing parlait en 1984 de rassembler 2 Français sur 3. François Mitterrand a fait sa campagne de 88 sur le thème de la France unie. Un mot, si vous le voulez bien, sur la conquête du pouvoir par Emmanuel Macron. Cela a été dit et répété. Coup de main, hold-up, offensive fulgurante. Ce jeune homme, venu de nulle part, qui n'a jamais été candidat ni élu, et qui, en quelques mois, se lance, crée un mouvement politique, puissant, casse les partis traditionnels et devient à 39 ans le plus jeune président de notre histoire. Rien de plus contraire en apparence, puisque je parlais de François Mitterrand, que le destin de François Mitterrand. Certes, lui aussi commence jeune. Il est ministre en 1947 à 31 ans, mais il accomplit un très long parcours sous la 4e République. Il se présente 3 fois aux élections présidentielles avant de la gagner, 65, 74, 81. Et pourtant, il y a quelques ressemblances, cela peut vous surprendre. Ce sont l'un et l'autre des hommes qui sont en dehors du système des partis. François Mitterrand n'est pas membre de la SFIO, il en prend le contrôle, lui aussi par un véritable coup d'éclat au congrès d'Épinay en 1971. Et l'un comme l'autre s'appuie sur un petit nombre de fidèles rassemblés depuis longtemps. Un mot maintenant, après la conquête du pouvoir, sur la conception du pouvoir chez Emmanuel Macron. C'est quelque chose qu'on ignore en général. Emmanuel Macron a beaucoup réfléchi et a peu écrit sur ce que c'est que le pouvoir, ce que c'est que le pouvoir en général, ce que c'est que le pouvoir dans notre 5e République. Il a exprimé sa vision dans une passionnante interview à la revue Challenge
en octobre 2016, à l'époque où il n'était pas encore candidat. Et je vais simplement vous donner quelques citations pour illustrer sa pensée. Il critique d'abord ce qu'il appelle une présidence de l'anecdote, de l'événement, de la réaction, qui banalise la fonction. C'est évidemment François Hollande et dans une moindre mesure, ou dans une certaine mesure aussi, Nicolas Sarkozy qui sont visés. Il insiste énormément, et cela lui arrive aussi depuis qu'il est élu, sur l'importance qu'il attache à l'histoire. Et il dit ceci: il faut une histoire chaude. Je veux dire par là une politique et une histoire qui renouent avec l'imaginaire collectif et l'émotion politique. Il distingue 3 strates dans le discours politique. La strate idéologique, qui permet de donner du sens et des perspectives. La strate technocratique, qui détaille les moyens d'exécution. Et enfin, la strate de la réalité et du quotidien, que l'univers politico-médiatique, dit-il, ridiculise et dédaigne. Les objectifs qu'il affiche dès cette interview sont clairs. Il faut proclamer une nouvelle explication du monde. Et encore, nous devons réconcilier les 2 France, celle qui vit de la mondialisation et voit les grandes transformations à l'œuvre comme une opportunité, comme une chance, et celle qui en a peur. Après cette conception du pouvoir, quelques mots maintenant sur la communication politique. La communication politique, ce n'est pas quelque chose simplement qui est plaqué sur une parole ou sur une action. Victor Hugo disait très justement, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. François Mitterrand, pour le citer à nouveau, a bénéficié des conseils d'un homme peu connu en dehors des cercles spécialisés, qui est un des hommes les plus extraordinaires que j'ai rencontrés et qui s'appelait Jacques Pillan. Un très beau livre sur lui a été écrit par François Bazin, journaliste connu. Ce livre s'appelle « Le sorcier de l'Élysée ». C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le plan média. On dit quoi, quand, à qui. Il a publié un texte dans la revue Débat en novembre-décembre 1987. Il y invente le concept d'écriture médiatique. Je le cite. Il faut passer d'une gestion réactive de la demande des médias à une volonté d'imposer son choix et son rythme propre. Cette volonté que l'on retrouve évidemment avec un succès inégal chez Emmanuel Macron. Je voudrais vous donner brièvement 2 exemples de communication politique chez François Mitterrand. Le premier, c'est la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, celle de 90-91. La deuxième, c'est celle de George Bush, où la France participe à une coalition de 35 pays pour combattre l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. Lui, qui était plutôt un adepte de la parole rare, jupitérienne, comme l'on dit maintenant, choisit de parler à peu près tous les 15 jours dans des conférences de presse aux Français pour expliquer et pour tenir l'opinion, et il y réussit. Deuxième exemple, sa deuxième campagne présidentielle, celle de 1988. C'est une idée, là encore, de Jacques Pillan. François Mitterrand écrit une lettre à tous les Français de 25 pages, sur la couverture de laquelle on trouve, de sa propre main, lettre à tous les Français. Il y présente son projet présidentiel pour une France unie. Cette présentation est complètement nouvelle, originale, elle sera reprise plus tard. Elle instaure une forme de relation différente, en tout cas, elle souhaite le faire, avec les citoyens. En définitive, la question c'est bien, quels que soient les hommes qui sont aux responsabilités, quel type de président l'on veut être. Avec Nicolas Sarkozy, cela a été dit, vous le savez, c'est l'hyper-président. Pourquoi a-t-il été un hyper-président? Parce qu'il a compris, plus vite que d'autres, que cela correspondait à une véritable attente des Français. Sans doute aussi parce que c'était son tempérament. En réaction, François Hollande, vous le savez, lui se veut un président normal. Et ça s'est vite révélé intenable dans le monde tel qu'il est. La communication d'Emmanuel Macron, celle en tout cas qu'il souhaite, qu'il proclame, qu'il décrit, rejoint ce que disait d'une certaine manière Jacques Pillan, je cite le président de la République, « La parole médiatique, c'est de la nourriture donnée à un monstre qui ne s'arrête jamais ». Il essaye donc d'avoir une position rare, jupitérienne, une politique de l'offre. Il accorde aussi une importance considérable au symbole. Et cela se relève dès la manifestation qui célèbre sa victoire aux Tuileries.
Pourquoi choisit-il les Tuileries? D'abord parce que, pour des raisons, paraît-il, de sécurité, on lui a refusé le Champ de Mars. Mais il voit aussitôt l'usage qu'il peut faire des Tuileries. La pyramide, la verticale du pouvoir, François Mitterrand, et j'entre sur l'Ode à la joie, l'hymne européen. Il utilise volontiers des références à la philosophie, des mots rares, la langue de l'entreprise, faire de la France une start-up nation. Et puis, ce qui est relativement nouveau, même si ça se pratiquait un peu avant, l'Élysée met en place ses propres vidéos et ses propres tweets comme un organe de communication autonome. J'en viens maintenant, et ce sera mon dernier point, à la confrontation du pouvoir au réel. Confrontation du pouvoir au réel à laquelle Emmanuel Macron, son gouvernement, son mouvement sont maintenant confrontés. Après le temps de la conquête, le temps de l'espérance, peut-être le temps des illusions, vient toujours le temps des épreuves. Les rêves et les ambitions se heurtent inévitablement à la complexité et la difficulté du réel. Le choc est d'autant plus fort qu'on a voulu incarner une espérance plus grande. Comme dans tout gouvernement, il y a des couacs, sans doute pas plus qu'avant, peut-être même un peu moins à cause de la verticalité du pouvoir très concentré. Comme dans toute action politique, il y a des erreurs et des fautes. En Marche a beau être un mouvement original, c'est aussi une formation politique qui découvre les conflits, les rivalités, les ambitions, la difficulté de se positionner qu'ont connu tous les partis majoritaires par rapport au gouvernement. Comme dans tout exercice du pouvoir, il y a des affaires, l'affaire Benalla, qui ne mérite certainement pas l'importance qu'on lui a donnée, mais qui a occupé et qui occupe encore aujourd'hui tout l'espace médiatique. Or, la force principale d'Emmanuel Macron, c'est sa personne. Il a séduit dans le monde entier les opinions les plus diverses. Il a redressé, pour un temps, l'image de la France à l'étranger. Mais il n'y a pas de magie en politique. Il s'est laissé enfermer dans l'image du président des riches et dans une accusation d'arrogance. De ce point de vue, les phrases disruptives, comme on dit en novlangue, qu'il pratique régulièrement, ne sont sans doute pas la meilleure manière de donner la bonne image de sa fonction. Il y a une chute flagrante, considérable, profonde dans les sondages. Est-ce que cette rupture d'opinion est irréversible? Remonter la pente sera évidemment très difficile, mais pas complètement impossible. L'histoire nous enseigne en effet que les renversements les plus improbables peuvent survenir, dans le monde nouveau comme dans l'ancien monde. Je vous remercie.